Semini wole alabiade, sewani wole. Aduka semini wole onile mude omila beji mo. Semini wole onile mude, semini wole alabiade, sewani wole. Aduka semini wole onile mude omila beji mo. La visite des différentes unités agricoles et de transformation de Kétou m'a vraiment donné l'impression d'une communauté s'imbriquant l'une dans l'autre. Écologique Némala. Ici c'est Achille Dalahano. Je suis le responsable de la FEB. Ici c'est Monsieur Gonchi Abdourahman. C'est le collaborateur direct qui répond des animaux, d'escargots et volets maraîchage. Et Monsieur David Padonou qui répond des activités liées à la caniculture. Et moi-même je travaille sur les ports. Et c'est ensemble que nous travaillons quand même pour que le volet maraîchage puisse quand même impacter la société dans laquelle nous nous retrouvons. Et déjà nous travaillons sur la papaye, la pastèque, l'oeuf de Guinée que vous voyez là. C'est quoi de Guinée? L'oeuf de Guinée. L'oeuf de Guinée, c'est une plante qui donne un fruit dans le calice. On prend le calice pour faire une boisson locale appelée bissap. Donc, si vous observez correctement les plantes, pour ceux qui sont déjà en cultivation précocement, vous aurez les fruits là-dessus. Donc ce sont ces fruits qui sont récoltés après. Et on les sèche. Après séchage maintenant, on en prend pour faire la boisson locale appelée le bissap. C'est une boisson qui est assez répandue dans l'Afrique de l'Ouest. Un goût un peu acidulé, accompagné du sucre et d'arômes, c'est souvent très agréable. C'est parfaitement intégré dans les consommations de boissons locales. Et énergétisant. Voilà. Maya, tels qu'ils se sont présentés, je pense que c'est une ferme avec le réseau Slow Food de Kétou travaille. Et donc c'est une ferme spécialisée dans la production agroécologique et la permaculture. Et tel que vous le voyez un peu, on voit les plants de papaye, on voit les plants que nous appelons généralement de bissap. Donc voilà un peu ce qui se passe ici. Alors c'est le type d'agriculture dont prône le réseau Slow Food. Donc nous travaillons avec eux sur plusieurs aspects. De façon générale, quel lien nous avons avec eux et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Je pense que eux-mêmes ils vont expliquer, eux-mêmes ils vont parler quel lien ils ont avec les autres communautés. Mais déjà à l'avance, je pense qu'ils se sont présentés. Ils parlent de la porciculture. Le lien par exemple avec la communauté des transformatrices de manioc, c'est-à-dire il y a les déchets, les épluchures de manioc qui sont envoyés ici pour nourrir en partie les porcs. Et les fientes des porcs sont utilisées pour fabriquer en partie du compost, pour utiliser, pour fertiliser les plants de papayer, les plants de bissap et autres que vous voyez sur cette ferme. L'autre lien également, ils ont parlé de l'héliciculture. Nous avons l'élevage des escargots géants et donc nous avons les résidus issus du maraîchage ici qui sont utilisés pour alimenter ces escargots-là. Donc nous sommes dans un système de production aussi intégré sur cette ferme ici. Donc merci beaucoup, on va les laisser. Chacun va essayer de présenter son domaine d'activité, comment ça se passe, comment ça se passe. Merci bien. Et c'est ça qu'elle est en train de faire, on met ça dans l'eau et puis on lave. Et ici, les animaux que vous voyez ici sont traités en nourrir avec
Les pulchures en général produits dans la localité, puisque ici il y a beaucoup de transformation de gari et tout. Donc, avec les bonnes dames, on va vers eux, on prend les pulchures, on achète auprès des bonnes dames pour quand même alimenter nos animaux. Et avec les bouchers, on traite beaucoup plus avec les bouchers qui viennent prendre les sujets au kilo. Donc, c'est de ça. Je vais dire, je réponds ici. Et la fiente, les directions de ces corps sont ensuite envoyées de l'autre côté pour la transformation, pour avoir quand même du compost et alimenter la permaculture. Donc c'est réellement ce qui se passe ici. Donc, c'est vraiment des animaux dociles. Oui. Moi, Brune. Agbada nchi lọ́wọ́ àgbẹ̀ wọn wọ́n gbà lọ́wọ́ àgbẹ̀ wọn ìgbẹ́ wa òyìnbó àká wa ọmọ ọ̀ràn kan kàkiri orúkọ mi àkọ́kọ́ Arafai Pascaline àwọn àgbà pákí lọ́wọ́ àgbẹ̀ wọn àgbà nọmọlú àfọ́mẹ́ wọn tó fọ́mẹ́ wọn ẹni nǹkan lẹ́kẹ̀pẹ́ nìkejì ẹ̀ wá tó pè é abẹ́ màdé púpọ̀ aláṣẹ wà bíbẹ́ ẹlẹ́sìn àpètí gidi ilé ẹgbẹ́ wa ọpẹ́ olúwa iléeṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ń gbé ní òwẹ́wẹ́wẹ́ títà wà ní ṣàlàyé ẹ̀ fún tọ́nà bí ó wà lérò ọkàn ní kó. àwọn kò lè ta ọ̀rọ̀ ìgbàlódé níbí. Àtàlọ́kùtà ni àtàwọn jẹ́ ìgbàlódé náà. Je réponds au nom de Philippe Chacon. Je suis transformateur de produits agricoles. Nous sommes basés à Kétou. L'autre lien qui existe entre, par exemple, un transformateur, un éleveur ou un maraîcher, c'est que la transformation produit des déchets. Et généralement ici, ce sont les épluchures de manioc et le jus, l'eau issue du pressage de manioc. Quand vous prenez par exemple les épluchures, il y a les éleveurs qui viennent prendre pour aller alimenter les bêtes. En fait, pour notre activité, nous avons besoin de la matière première. Et ici, c'est le manioc. Et pour ça, ce sont les producteurs, les agriculteurs des zones environnantes de notre commune qui se chargent de la production. Nous, on va acheter ça. Une fois sur le site, il faut quand même transformer. Et pour ça aussi, nous avons besoin forcément d'une main-d'œuvre qualifiée. Et ce sont les bonnes dames qui se chargent de ça. Donc, la commercialisation, forcément, c'est des grossistes. Vu le niveau de production, nous travaillons avec les grossistes, que ce soit du Bénin ou du Nigeria, et qui viennent souvent prendre ça. Le manioc, c'est toujours bio ou comment vous savez si c'est naturel ou pas? Bon, au fait, jusqu'aujourd'hui, nos maniocs sont naturels. Même parler de bio, nous avons un peu de difficulté aujourd'hui, vu que chez nous, le manioc ne se cultive pas seulement. Il faut forcément mettre le manioc avec le maïs. Et aujourd'hui, certains producteurs que nous ne suivons pas forcément ont tendance à utiliser de l'engrais chimique pour le rendement. Donc, déjà, c'est vrai que ce n'est pas directement au manioc l'engrais est appliqué, mais qu'on le veuille pas, vu que c'est la même période et sur la même exploitation. C'est difficile pour nous aujourd'hui de dire que nous produisons bio. Néanmoins, il y a des producteurs qui, bon, pour une raison ou une autre, n'optent pas pour l'utilisation de ces engrais chimiques, que ce soit pour le maïs ou autre. Donc, par conséquent, on en a
qui sont vraiment bio. Mais est-ce que vous ne pouvez pas faire différencier ceux qui produisent de façon naturelle et non naturelle? Parce que si vous mélangez tout, c'est dommage. Oui. Est-ce que c'est possible? C'est bien possible. C'est bien possible, on peut le faire. Mais vous savez, c'est juste un niveau d'organisation. Il faut atteindre vraiment un niveau d'organisation donné pour pouvoir faire ce travail. Et bon, une unité comme la mienne aujourd'hui, ce n'est pas évident que je puisse déjà le faire. Mais ce que nous faisons déjà, c'est que nous sommes en partenariat avec certains producteurs à qui nous offrons aujourd'hui des semences de manioc et qui produisent. Ceux-là, nous les suivons, c'est des partenaires directs de l'entreprise parce que nous sommes dans un dispositif de cluster. Donc ceux-là, on les a dit, désormais vous produisez comme ça et ils suivent ça. Voilà, donc ce n'est que ceux avec qui nous sommes dans un même dispositif, avec ceux-là, nous pouvons demander des produits bio. Et est-ce qu'il n'y a pas une fabrication spéciale, par exemple à Ouida, il y a le pain de Ouida qui est très connu, oui, qui est à base de manioc. Oui. Et ici, il y a aussi? Non, il n'y a pas ici, seulement que nous avons d'autres produits à base de manioc. Nous avons par exemple le lafou, qui est le mets local de Kétou, c'est même spécial à Kétou. Donc c'est l'aliment de base de Kétou, à base de manioc. Nous avons ça. Et puis c'est vrai, il y a des unités de ça. Et puis c'est vrai, il y a des unités de transformation des produits. Bon, la pâtisserie qui font des unités qui font de la pâtisserie qui par moment ont besoin de la farine de manioc à qui nous desservons un peu. C'est vrai, c'est pas à grande échelle, mais le lafou spécialement, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les prix du blé s'envolent à cause des histoires de guerre. Là. Et donc, il va peut-être falloir réinventer le pain. Oui, justement. Et pour ça, je crois qu'il y a des années déjà, l'IRAB au Bénin a commencé par travailler sur la production de la farine panifiable à base de manioc depuis un moment. C'est vrai que vu que le blé est là et qui concurrençait sérieusement à l'époque avec cette farine, les gens n'ont pas, à part peu de Ouida là, qui a vraiment adopté la farine de manioc. La plupart, c'est juste des petites unités de pâtisserie qui utilisent ça. Donc, mais aujourd'hui, avec l'ampleur, nous allons voir si nous pouvons vraiment faire d'une manière ou d'une autre le pain que nous consommons. Faire d'une manière ou d'une autre le pain que nous consommons. Mais est-ce que vous pouvez pas... Les consommateurs aujourd'hui n'exigent pas forcément que nous produisons. Je dis n'exigent pas forcément. Ils auraient aimé que ça soit le bio. Mais vu que nous ne produisons pas forcément le bio, bon, ils n'en font pas trop, c'est les souhaits, mais juste là, c'est que ça ne prend pas. Voilà. Bon, ça va peut-être changer avec oui, avec le temps, c'est clair. Avec le temps, puis avec la... Comment dire, la crise qu'il y a à l'heure actuelle, les prix sont en train de s'envoler. Si vraiment ça pouvait nous aider, ce serait peut-être. Je pense que ça risque de... On le souhaite bien. D'obliger les productions locales de dominer. Oui, il a parlé des variétés qu'ils mettent à la disposition d'un certain nombre donné de producteurs, des producteurs qu'ils identifient et ils mettent ces boutures de manioc qui sont aujourd'hui des variétés données, identifiées pour ne pas perdre ces variétés-là. Donc c'est le lien qu'il y a entre ces transformateurs avec Slow Food. Et Slow Food avec son projet Sentinelle qui permet de sauvegarder les espèces, les variétés qui sont en voie de disparition. Donc concernant la production, c'est ça il a déjà dit. Lorsque les producteurs ils mettent le manioc en terre, soit ils font le maïs ou le coton d'abord, auquel ces cultures ils apportent de l'engrais. Et donc lorsqu'on enlève ces maïs après et qu'on met le manioc, ce manioc pour le moment bénéficie des effets arrière de cet engrais-là. Donc on ne peut pas dire à 100% que ce produit est écologique ou biologique. Alors ce que nous sommes en train de conseiller à ces producteurs-là, c'est de ne pas, sur des superficies qu'ils mettent du manioc, de ne pas faire autre culture auquel ils vont apporter de l'engrais. Donc de faire une production simplement naturelle.
Donc sur une période donnée, ce sol, on pourra dire qu'on peut obtenir des produits 100% écologiques. De fabriquer un pain africain qui n'ait pas de gluten dedans, qui n'ait pas de blé, le moins possible en tout cas. Peut-être que ça sera possible de fabriquer avec de la farine bio, de fabriquer ce pain-là. Oui, pour le moment, je ne peux pas parler directement de la farine panifiable. Il y a au niveau local, au niveau de d'autres transformateurs, il y a une manière d'obtenir la farine où après épluchage, on passe au séchage du manioc pour obtenir les cossettes de manioc. Alors avec les cossettes, on a la farine. Et ce qu'on fait au niveau local, on utilise cette farine pour fabriquer d'autres produits comme des gâteaux. Mais c'est purement local. Là, ça nous amène au niveau des mets locaux qui sont en voie de disparition. Vous savez, par exemple, avec la farine de blé, on obtient les beignets que chez nous, souvent, on appelle yovo doko. Mais au niveau local, quand on prend cette farine de manioc à partir des cossettes, on fabrique ce que nous appelons en langue vernaculaire chez nous, on parle de atta. Alors, ici, nous faisons l'élevage des escargots. Nous appelons ça acatiniculture, ici en Afrique, mais en fait dans la région ouest africaine. Mais en Europe, vous appelez ça héliciculture. Donc, c'est des espèces qui sont relativement géantes. Ici, c'est l'une des grosses espèces, ça. C'est les marginata ici. Oui, montre un peu mieux. Ah, je vous montre ça mieux. Oui, à la caméra. Voilà, c'est bon, ouais. Vous voyez? C'est énorme. Donc, du coup, c'est des espèces qui peuvent aller à 250 grammes, 300 grammes pour d'autres. Ça dépend du temps de l'élevage, en fait. Donc, nous, on s'est lancé dans l'élevage parce que c'est une grosse opportunité où les prélèvements naturels exercés sur la nature ont endommagé le stock qui est disponible. On s'est dit, il arrive des moments où il y a une baisse du volume disponible sur le marché et ça entraîne la surenchère. Tout ce qui entraîne la surenchère, ça rapporte. Donc nous on s'est lancé dedans avec toutes sortes de parcours possibles et les espèces sont en train de se reproduire et nous, sous peu, nous allons aussi faire en sorte que les gens puissent en disposer pour aussi faire l'élevage chez eux. Donc l'espèce est préservée durablement. Elle sera préservée durablement. Parce que ici, là où nous sommes, c'est un centre de formation. Ça sera un centre de formation, de vulgarisation de l'élevage de l'escargot. C'est vrai, les travaux ne sont pas encore achevés, mais sous peu, dès que nous aurons les possibilités, nous allons aménager le site pour que la formation puisse se dérouler convenablement. Et que quand vous viendrez une prochaine fois, toutes les fois où vous viendrez, vous trouverez les escargots géants à manger. Donc vous allez apprécier. Oui, j'ai jamais mangé ça. Attends, ils sont en train de s'échapper là. Non, ils ne vont pas s'échapper. Là, ils sont au repos. Ils sont au repos carrément. Parce qu'ils sont plus actifs la nuit qu'en jour. Nocturne plutôt. Elles sont nocturnes. Donc du coup, là, elles sont en position repos. Donc certainement, elles ont beaucoup mangé la nuit. Elles sont au repos. Donc c'est un pôle d'activité qui s'intègre parfaitement dans tout ce que nous faisons ici. Les déchets qui sont issus de la production maraîchère sont utilisés ici, valorisés. Rien n'est jeté en fait. Ils sont valorisés pour quand même que ce système intégré que nous avons puisse être en dynamique perpétuelle. Donc même les substrats dans lesquels les escargots sont élevés servent aussi de terreau pour nos cultures maraîchères par la suite. Ça ne sera pas jeté. Donc le cycle est à chaque fois bouclé dans toutes les activités que nous faisons ici. Autant que ça se fait là-bas où les résidus de récolte là-bas sont aussi valorisés au niveau de la porciculture. Donc c'est
C'est le mécanisme que nous avons mis en place dans chacun de ces pôles d'activité que nous avons ça. Et nous entendons quand même faire en sorte que ça soit un peu plus considérable. Et vous les vendez à qui? C'est destiné à qui? Bon, d'abord c'est la population locale. Mais nous ne priorisons pas la population locale. Cotonou, Porto-Novo sont des marchés un peu plus porteurs, plus attractifs pour nous. Mais est-ce que les gens ils étaient habitués de manger ces escargots-là? Si. Nous sommes... Le système de solidarité en Afrique, il est très poussé. Quand il y a une petite situation en famille, on se réunit. Et c'est des occasions par le biais desquelles on dit il faut manger tel repas de préférence. Et c'est comme ça les escargots rentrent dans la danse. Même parfois, c'est un peu plus prisé que d'autres espèces animales. C'est une viande saine, en fait. C'est une viande très saine, très riche. Donc, on priorise ça plus que d'autres. Parce que ici, au moins, il n'y a pas de produits chimiques qui interviennent. Il n'y a pas du tout de produits chimiques. Il n'y a pas de déchets non plus, à part la coquille. Non, pas du tout. Si vous mettez ça à l'intérieur ici, vous perdez vos sujets. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et ça permet justement peut-être de donner des protéines à beaucoup de monde. Oui, clairement, parce que l'escargot est riche en matière, comment on peut dire ça, en calcium. Les personnes âgées qui ont des problèmes de genoux ou autres, d'articulation ou autres, préfèrent manger cela. C'est riche en fer. Donc beaucoup d'autres substances nutritives dont l'escargot est porteur. Donc, en fait, pour les élever, comment ça se passe et les interactions avec les autres? Ok, d'accord. Ici, nous avons des lapins et vous savez très bien, les lapins sont considérés comme de la viande blanche et nous avons la demande sur le marché. Les gens en demandent beaucoup et nous avons choisi une espèce. Ici maintenant, nous avons choisi rien que des lapéros pour pouvoir faire l'engraissement et mettre ça sur le marché. Nous allons les nettoyer après d'avoir obtenu une quantité de kilos et nous allons les livrer parce que le marché en demande beaucoup. Nous les nourrissons au provende et à la verdure. Donc, il y a des hôtels qui en demandent. Donc, c'est les interactions entre les hôtels et notre production ici. Donc l'intention c'est de remplir toutes les cages qui sont ici et de produire en quantité. Parce que de nos jours, il y a le cancer qui dérange, beaucoup de maladies qui dérangent. Or, le lapin est une viande blanche qui ne contient pas beaucoup de cellules cancérigènes. Donc nous sommes en train de produire pour satisfaire aussi le marché et protéger la santé humaine. Donc c'est un peu... Oui, c'est pas cancérigène parce que vous ne mettez pas de produits chimiques. Non, parce que les animaux ne sont pas cancérigènes en soi. C'est la viande même. La viande ne contient pas beaucoup de sang. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on les considère comme une viande blanche. La quantité de sang que contiennent un lapin, c'est pas... Oui, mais si vous les nourrissez avec des produits chimiques... Non. Non, mais si, ils seront en cancérigènes autant que les autres. Hein. C'est pas une question de sang. Oui, mais nous les nourrissons beaucoup avec de la verdure. Oui. Tout juste pour pouvoir préserver leur santé parce que nous tenons compte de la santé humaine avant de produire nos trucs. Parce que si nous produisons et nous détruisons la santé de nos clients ou bien de nos partenaires, ce n'est pas bon. Donc c'est ça là notre mot d'ordre parce que nous ne devons pas produire, même pour le maraîchage aussi. Si nous produisons, nous privilégions uniquement les matières organiques, tout juste pour pouvoir permettre à la population de consommer sain. Parce que la consommation, lorsque la personne mange, la production, il n'a rien, ou bien ça préserve sa santé, la personne est intéressée, toi-même, et le producteur aussi est fier de ce qu'il est en train de produire. Donc c'est un peu ça. Pour enchérir un peu ce que mon collaborateur vient d'expliquer, ici essentiellement nous avons la possibilité de vendre les viandes déjà fumées. Il y a la demande avec... Vous fumez les lapins? Oui, on fume les lapins. Ah, oui. On fume les lapins et on a aussi la possibilité de viscérer juste et puis on vend au kilo. Et dans les hôtels, les restaurants, on interagit un peu. Et sur place déjà, la verdure, nous utilisons les feuilles de palmier qui sont un peu
dans notre localité ici pour alimenter nos sujets. Et essentiellement, je pourrais aussi compléter que vous voyez que ces sujets, on essaie d'intégrer les restes de nourriture aussi, les restes de produits maraîchers qui sont là, le concombre. Parfois on hache le concombre pour quand même alimenter le sujet. Et les déjections de ces animaux aussi sont récupérées pour la compostière. Donc c'est ce que j'allais compléter. Plus une espèce purement autochtone où on retrouve ça là où l'eau reste. Donc quand il y a des jardins où il y a des parties où après la pluie l'eau reste, ils peuvent mettre et ça il y a de l'argile, ça extrait l'eau. Oui. Voilà, ça extrait l'eau d'absorber l'eau. Donc c'est le kayak sénégalais. Ça. Vous utilisez ça aussi en médecine? Oui, beaucoup plus en médecine. Oui. Maintenant, dans nos jardins, si des gens veulent, ils mettent. Oui. Mais comme c'est une grande espèce, ils ont souvent l'habitude de tailler ça. Et certains utilisent l'écorce et les feuilles, tout ça pour les traitements. Quand on travaille, l'organisme a besoin d'être restauré pour traiter les trucs de paludisme et ils utilisent. Et aussi, quand ils taillent, ils ne jettent pas les feuilles. Les animaux broutent ça. Donc c'est un peu ça. On a les spécimens de Gliricidia qui sont plantés dans les allées. Donc quand on veut reproduire, quand quelqu'un demande ou les gens demandent dans la communauté, ils veulent nous reproduire, on leur donne un peu de temps. Donc on vient prélever la bouture. Et on installe maintenant en pépinière. Donc ici, c'est les plantes mères qui sont installées en règle. Et comme c'est une plante qui vit aussi en communauté avec d'autres espèces, ça ne les gêne pas de rester avec le célibat. C'est un peu ça. Merci beaucoup. C'est bon, vous me lancez. Oui, c'est bon. Donc, on parlait des liens qu'il y a entre cette communauté. Ici, vous allez constater, c'est beaucoup plus la production agro-forestière. Donc, souvent, cette communauté propose des plantes, des espèces qui peuvent permettre à d'autres communautés. Nous avons, par exemple, des agriculteurs et autres là, donc cette communauté fait des propositions, des plans qu'ils peuvent mettre dans leur champ et qui va leur permettre d'améliorer leur production. Souvent, nous avons des espèces de légumineuses, par exemple le Gliricidia dont il a parlé tout à l'heure, que nous proposons aux agriculteurs de mettre dans leur champ pour pouvoir améliorer, restaurer une partie de leur sol. Mais également, sur ce site, on organise de temps à autre des formations aux agriculteurs. Et ils viennent et nous, on leur apporte l'information, cette connaissance-là, pour qu'ils aillent utiliser. Parce que ils ne maîtrisent pas, ils ne connaissent pas, donc ils n'arrivent pas à utiliser. Donc quand ils viennent, on organise des séances de formation sur ce que, en installant des plans donnés sur leur champ, ce que ça peut leur apporter. Parce que nous devons protéger le sol qui nous donne à manger, parce que nous avons la terre qui est notre mère nourricière. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci. Alors ici nous sommes sur le site de production de 3 cultures en mode permaculture. Des cultures dont les systèmes d'enracinement ne sont pas antagonistes.
et qui se supportent, qui se tolèrent parfaitement. Là, nous avons les papayers, la pastèque et l'oseille de Guinée, communément appelé le bissap. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que nous produisons tout ça? Parce que nous considérons notre site comme un îlot de production de fruits. C'est pas répandu à Kétou. L'accessibilité à l'eau à Kétou, elle est un peu difficile. Du coup, beaucoup ne s'investissent pas dans ce secteur-là. Donc, on a produit les papayers pour pouvoir alimenter la population locale en cette disponibilité de fruits. Deuxièmement, nous avons mis en place les pastèques. Kétou n'est pas si loin que ça du Nigeria, c'est juste à côté. Nous allons autant satisfaire la population locale, mais également satisfaire la population qui est juste à pratiquement 9 km d'ici, la population nigériane, parce qu'il y a encore d'autres cycles de production de pastèques qui vont venir par la suite. Et ensuite, le dernier pôle, la dernière culture, c'est l'oseille de Guinée, qui est une culture qui sert dans la boisson locale qu'on appelle le bissap. Et nous sommes probablement les pionniers à le faire à Kétou, en dehors des populations locales qui le font aussi de façon très réduite. Nous, on attend s'y investir. On a commencé, ça marche super bien. Et c'est autant les fruits, les calices qui servent dans la potate, dans le bissap, que les feuilles qui peuvent aussi servir comme épinards dans les sauces. C'est doux. C'est une feuille qui est recommandée lorsque les femmes viennent d'accoucher. On l'utilise pour faire les sauces, c'est agréable et ça crée un mécanisme au niveau de la lactation. Le lait est plus abondant chez la femme qui vient d'accoucher et elles adorent cette sauce-là. Donc voilà pourquoi nous avons initié ces trois cultures-là qui sont, je le rappelle encore, très tolérantes l'une vis-à-vis de l'autre et on attend s'y investir davantage à chaque fois que nous aurons des moyens supplémentaires pour quand même répondre dans l'optique de notre projet qui ne va pas faire ce que nous faisons là. Nous avons besoin essentiellement de 4 matières premières, à savoir le maïs, le soja, le sorgho et la moringa, la feuille de moringa. Après l'approvisionnement du maïs, des matières premières, nous passons ensuite au tri. Donc, nous dégageons les déchets. Et pour ce qui concerne le soja, on dépécule. Nous enlevons les pellicules du soja. Nous nettoyons aussi le sorgho. Puis nous passons au séchage. Nous nettoyons les feuilles de moringa et on les sèche. Suite à cela, on nettoie et on les sèche. Après le séchage, on passe à la torréfication. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et après torréfication, qu'est-ce que vous faites? On fait d'abord le mélange des farines, des matières premières. Oui, vous les dosez? Oui, on fait le dosage et on passe au moulin, on fait la mouture. Oui. Une fois que la mouture est faite, c'est fini, vous risquez. Nous tamisons la farine obtenue et maintenant nous mettons un sachet. Mais le moringa, vous le mettez à la fin en même temps? Avant d'aller écraser. Donc,
Nous faisons le mélange avec la moringa, la feuille de moringa séchée avant d'aller écraser. Ici, vous avez la communauté des femmes transformatrices des produits agricoles de Kétou. Slow Food connaît bien. Alors, elles sont ici une dizaine de femmes qui transforment les produits agricoles. Et l'objectif premier, rimé avec la philosophie de Slow Food, c'est quand même d'essayer de contrôler un peu ce qu'ils consomment. Étant donné que c'est des mères donc, qui ont tous pratiquement des enfants. Où c'est qu'elles trouvent justement le maïs et le soja pour garantir la qualité? Justement, les agriculteurs membres du réseau Slow Food de Kétou, il y a des agriculteurs producteurs de ces matières premières comme le maïs, le soja et autres, de façon spéciale, à un coût donné, leur vendent ces matières premières-là. Donc c'est auprès des agriculteurs membres du réseau qu'elles prennent ces produits-là. Oui, elles font bien partie de la communauté. Oui, voilà, ils font partie de la communauté, justement. Moi, je m'appelle Mariette Nyakada, membre de la coopérative Nyamutite et vice-présidente. Donc, la coopérative, c'est une coopérative de femmes transformatrices. Donc, nous transformons les produits agricoles. Nous faisons les jus, de la farine de bouillie et d'autres transformations comme le piment en poudre. Nous transformons le piment en poudre. Donc, le piment frais? Non, le piment séché. Le piment séché en poudre. Vous ne transformez pas le piment frais? On fait la purée. Mais actuellement, c'est le piment en poudre qu'on a. Donc, après la production de la farine, après la mouture, quand on a la farine, on tamise d'abord la farine. Et après, on met en sachet. Voilà, on a déjà mis en sachet. On fait différents grammages. Il y a des sachets de 250 grammes, de 500 grammes, et puis 1 kilo. Voilà, donc après ça, nous allons mettre les étiquettes. Donc c'est l'étape où nous sommes. Donc on va mettre les étiquettes et sceller les sachets. Oui, il y a une étiquette par chaque dosage. Oui. 250 500. Voilà, et puis on a fait des petits papiers pour le mode d'emploi, pour que les femmes, celles qui sont lettrées, puissent savoir comment. Donc, je vais sceller et vous montrer. Et c'est en même temps, on les ferme. Oui. Ça fait une double fermeture en fait. Ouais. Oui, ça c'est bien. Voilà. Donc, c'est joli. Qu'est-ce que ça donne? On m'appelle Diana Long. Je suis aussi une membre de la coopérative Nyamutite. Je suis la présidente. Donc, pour ce qui concerne le fonctionnement du coopérative, nous sommes au nombre de 10 jeunes femmes transformatrices. Nous avons un bureau constitué de présidents, trésoriers, secrétaires. On a 2 gardeuses de crédit. Puis au sein de la coopérative, nous avons une caisse avec où on fait la cantine au sein de nous, on fait des prêts également au sein de la coopérative. Donc, et nous nous réunissons deux jours dans la semaine, le mercredi et le samedi. La journée de mercredi est consacrée uniquement aux activités de transformation et rigoureusement. Le samedi, activité de la tontine, épaille tontine. Et s'il reste des trucs à faire, le mercredi, on continue le samedi. La coopérative a bénéficié de l'appui. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, si, je veux ajouter quelque chose. Par rapport, surtout ce qu'on fait à l'endroit des femmes enceintes, femmes allaitantes et les personnes de 3e âge, c'est la farine enrichie au moringa que nous faisons. Puisque c'est purement à cause de la nutrition qu'on le fait pour participer à la réduction de la malnutrition au sein de la commune de Kétou. Maintenant, comment ça se fait? Nous faisons des sensibilisations lors des séances de vaccination, lors des séances
consultation des femmes enceintes dans les centres de santé autour de nous et également aussi au niveau des villages pour permettre aux femmes et pour dire aux femmes qu'avec la farine de blé enrichie au moringa, on peut régler le problème de malnutrition au sein de notre communauté. On arrive à le faire et on fait aussi des démonstrations culinaires et comment préparer la farine, et comment obtenir la bouillie et comment administrer ça aux enfants. On peut également utiliser pour faire sevrage à l'endroit des enfants. Sinon, surtout, c'est à partir de 6 mois que nous conseillons la prise de la bouillie enrichie au moringa aux enfants. En plus du lait maternel. Oui, en plus du lait maternel. C'est comme ça. Oui, c'est une bonne façon de prévenir. Oui. Même si l'enfant n'est pas malnutri, de le prévenir. Oui, oui. Mais on s'adresse à tout le monde. Oui. Non, spécifiquement aux enfants. C'est les enfants qui sont beaucoup plus indexés avec nous. On arrive à le faire et on fait aussi des démonstrations culinaires. Et comment préparer la farine, et comment obtenir la bouillie et comment administrer ça aux enfants. On peut également utiliser pour faire sevrage à l'endroit des enfants. Sinon, surtout, c'est à partir de 6 mois que nous conseillons la prise de la bouillie enrichie au moringa aux enfants. En plus du lait maternel. Oui, en plus du lait maternel. Après la transformation, après l'obtention de notre produit fini, nous faisons la sensibilisation dans les centres de santé, surtout lors des vaccinations. On fait la sensibilisation chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, pour qu'elles puissent venir s'en procurer. On a des points de vente également dans la commune où on dépose au centre social également. Nous avons contacté les gens du centre social. Donc, quand les femmes ont des problèmes de malnutrition avec les enfants, on nous fait appel et puis on partage le produit avec les femmes. Et l'hôpital, vous n'arrivez pas à l'hôpital également. Également en pédiatrie. Oui. La farine. Oui, je veux parler par rapport à la pérennité de l'association de leur coopérative, parce que souvent nous voyons des coopératives qui d'un jour à l'autre ne fonctionnent plus. Et c'est parfois quand il y a des intérêts que ces personnes-là viennent. Alors pour cette coopérative, je pense qu'elles ont une caisse de solidarité où chaque fois, à chaque réunion, elles cotisent. Et aussi quand il y a une femme parmi elles qui est en situation, par exemple, soit elle peut faire de prêts, ou toujours au niveau de la caisse de l'association, ou quand il y a un événement qui tombe sur elle et elle n'a pas les moyens, il y a la coopérative qui va au secours de cette femme-là. Donc il y a cette solidarité entre elles qui participe et qui contribue au maintien, au fonctionnement et à la pérennité de la vie de l'association.
Ok, bonjour Madame Maya. On m'appelle Diana Aloyon. Je suis une éducatrice au niveau de l'école d'éveil des enfants au niveau de l'ONG Centre Daniel et avec la coopérative Unité à Kétou. Au fait, bientôt, il y a 1 an que l'arrivée de Madame Maya et voyant les femmes transformatrices dans leur activité et avec la présence des enfants et autour des femmes, a nourri l'idée, il faut que on s'entende pour créer un cadre pour les enfants. Dès que la femme sera en train de travailler, que les enfants soient occupés avec des matériels donnés. Donc là, l'échange avec Madame Maya et le responsable de l'ONG Centre Daniel qui avait un projet de création d'un espace d'éveil des enfants au niveau de son ONG et a nourri l'idée de Madame Maya dont les deux se sont entendus avec la coopérative pour l'installation d'une école d'éveil des enfants de 3 à 6 ans. Donc il y a bientôt un mois de février 2023 passé. Et Madame Maya nous a aidé l'ONG, la coopérative, et qui nous ont mis en contact avec l'école Montessori à Valbonne, oui, qui nous ont envoyé 2 éducatrices avec des matériels Montessori. Sans vous mentir, c'est des matériels super qui nous ont beaucoup aidés. Et depuis février, avec leur arrivée, il y a 2 éducatrices. Bien sûr, c'est aussi des transformatrices de la coopérative. Il y en a une qui avait reçu une formation de la maternelle et il y en a une qui n'avait pas reçu du tout. Donc, les 2 nous avons fait une formation, suivie d'une formation de la part des 2 éducatrices là, avant leur départ, avant leur retour sur la France. Et cette formation nous a aidés à commencer par travailler avec les enfants de la coopérative Unité et également d'autres enfants de la communauté. Combien vous avez à peu près d'enfants à chaque séance? À chaque séance, au début, on a 10, 5, 7, 8. Mais en février, dès que les matériels sont venus, on a eu des enfants jusqu'à 18 faits. Mais après, l'effectif a commencé par diminuer. Donc, avec le matériel, pour travailler avec 20 personnes à la fois, on n'arrive pas à gérer une séance avec 20 personnes. Donc, on ne vient plus nous-mêmes chercher des enfants, mais les enfants viennent. Si 2, 5, 6 viennent une séance, on travaille avec eux. Celles qui sont régulières sont jusqu'à 12. 12 sont réguliers et on s'organise à 2 avec le matériel. On évolue avec le matériel, atelier par atelier. Puisque parmi les matériels, nous avons le matériel sensoriel, le matériel de la vie active, le matériel en mathématiques, le matériel langage écriture, lecture, on fait tout, on s'organise avec eux. En tout cas, on ne force pas les enfants. Quand les enfants viennent, c'est lui-même qui choisit le matériel qu'il veut. Mais à un moment donné, nous, on intègre la mathématique pour pouvoir habituer l'enfant à la mathématique. À côté de ça, nous avons habitude au niveau du jardin. Oui. Puisque quand on va démarrer, avec connaissance des produits agricoles au niveau du jardin avec les enfants. Et cela nous amène à amener les enfants dans le jardin pour leur montrer ce que les grandes personnes font dans le jardin, les nourritures que nous consommons, ce que nous mangeons, ce qu'on leur fait dans des plats pour eux, que c'est au niveau du jardin souvent, dans les champs que ça se cultive. Ils connaissent ces produits, comment les
cultiver, comment les grands travaillent ces produits. Et ça devient nourriture pour tout le monde. Donc les enfants ont vraiment aimé et la méthode qui était jardin venue en classe au niveau du centre et travailler. Ce qu'on a ça, c'est une méthode spéciale. Hein? Oui, c'est une méthode spéciale pour Slow Food qui... Oui. C'est pas la méthode Montessori. Non, c'est pas la méthode. On a jumelé méthode de Slow Food avec méthode Montessori pour quand même montrer aux enfants et à travers chaque méthode et éveiller la conscience de l'enfant. Et ça, vraiment, nous avons montré vraiment une grande action. Les enfants qui étaient timides, la communication, les enfants sont nets, les enfants s'adonnent bien et ils ont aimé les activités au jardin. Ça leur permet de toucher du doigt les produits du jardin et arriver au niveau de la salle. Les enfants reconnaissent les images de ces produits-là dans les matériels de Montessori. Donc c'est souvent, on a une bonne évolution au niveau des enfants. Et ça permet à l'enfant, une fois arrivé à la maison chez les parents, l'enfant a toujours envie de revenir au niveau du centre de l'école de veille, surtout pour aller au jardin et revenir voir la tête au niveau des matériels. Oui, tu as dit qu'il y avait même un enfant qui préférait venir ici qu'aller à sa maternelle. Parce que c'est quelque chose de 2 fois par semaine, il faut le dire. Oui, bon, par rapport à notre difficulté avec les enfants, les éducatrices formées compris. Le week-end, c'est le week-end qu'on parle avec les familles rigoureusement. Les enfants de la coopérative, les enfants de la communauté. Mais lors des séances de transformation de la coopérative de l'utilité, les enfants qui viennent, les enfants de femmes transformatrices, les enfants oui, quand l'activité de transformation de la coopérative, les enfants de ces femmes-là sont pris en compte au niveau de l'école. Donc, le samedi, c'est tous les enfants confondus. D'accord. Au jardin ou vous allez au jardin et la classe aussi? Oui, puisque le samedi, on fait le jardin et la classe. Actuellement, au début, la distance du jardin avec l'école est énorme. Pour le déplacement des enfants, on cause souvent de problèmes. Les enfants sont fragiles. Donc cela fait qu'aujourd'hui, on peut déplacer l'école vers un endroit où l'école et le centre devrait se du jardin. On quitte le jardin en même temps, on vient de l'école de veille. De l'école de veille, c'est le centre d'énergie est en train d'installer, de lancer une nouvelle jardin au niveau de son site définitif, puisque nous sommes actuellement en location. Nous sommes en location, cela nous demande des charges et autres. Et il y a aussi problème d'espace. On fait aussi des séances de pépinière, de certains légumes avec les enfants. On a besoin d'espace pour de la graine jusqu'à la production. On a besoin d'espace et en location, on n'arrive pas à le faire. Donc là, je suis en train d'être installé maintenant et on a d'espace pour les enfants, pour l'épanouissement des enfants, pour bien installer des matériels d'épanouissement pour les enfants, et aussi le jardin à côté en même temps. Thank you.
Yves Vadier. Je suis agriculteur de formation et enseignant en devenu. Donc, ce qui concerne le projet mis en œuvre pour aider les jeunes filles déscolarisées et non scolarisées, les jeunes filles vulnérables en milieu rural, dans la commune de Kétou. Ce projet a été mis en œuvre en 2019-2020 et 2020-2021, la deuxième phase. C'était dénommé le projet PISCA, projet innovant de la société civile et de coalition des acteurs. Ce projet a été financé plutôt par l'ambassade de France au Bénin et a été mis en œuvre par la maison familiale rurale avec le centre des miels. C'est ce qu'on appelle la MAFA. La MAFA, oui, la maison familiale rurale. Ce projet a consisté à identifier les jeunes filles vulnérables sur la base de certains critères très bien définis. Et sur cette base, les jeunes filles ont été retenues et formées en agriculture, généralement en élevage de lapins, poulets, petits ruminants et escargots. Et ces jeunes filles ont été, à la fin, ils ont été dotés de kits de démarrage et puis installés. Bon, il faut dire que pour l'identification de ces jeunes filles, 3 enquêteurs ont été recrutés dans le cadre de ce projet. Et on les a soumis des fiches d'enquête qui ont été élaborées avec des questionnaires qui pourraient quand même permettre d'identifier plus ou moins une personne vulnérable. Donc, à l'aide de cette fiche, les enquêteurs se sont adressés aux jeunes filles dans la commune de Kétou, un peu partout dans la commune, que ce soit à Kétou Centre et ainsi que dans les villages et arrondissements. Et ils sont revenus au total avec 360 et quelques fiches à la fin. Et un comité de dépouillement a été mis en œuvre, qui ont dépouillé les fiches d'enquête et ont identifié les personnes les plus vulnérables au nombre de ces fiches qui ont été ramenées. Donc, mais ce qui je trouve drôle, c'est que le plus vulnérable, est-ce qu'après elles allaient être motivées? Oh oui, parce qu'il y a des questions aussi qui demandent déjà à la personne son intérêt à se faire former dans tel domaine. Est-ce que ça lui profiterait? Est-ce que ça peut lui apporter quelque chose? Et donc, déjà, la réponse à cette question aussi nous permet déjà d'identifier les personnes qui sont prédisposées et qui déjà personnellement voulaient se faire former dans ce domaine. Et qui ont un projet dans la vie. Dans la vie, voilà. Donc, il faut dire que le projet ne pouvait supporter en son temps que 60 jeunes filles. Donc, sur les 305 fiches, on a identifié 60 jeunes filles. Bon, vulnérables, auxquelles on a fait appel. Et on les a décrit comment est-ce que tout va se passer. Je vous dis qu'au début, on les a tout d'abord soumis aux tests de grossesse, de dépistage et dépistage de maladies telles que le VIH, l'hépatite et tout ça, pour s'assurer que ces filles sont venues saines et sauves et qu'il n'y a pas de risque de maladie et de contamination, des trucs comme ça, puisqu'elles sont supposées rester vivre ensemble au cours de la formation. Donc tout ça c'était, et aussi surtout le test de grossesse, c'était pour voir, il ne faudrait pas qu'un parent va revenir après dire que ma fille n'était pas enceinte, c'est comme elle est venue ici sur la formation chez vous, qu'elle est tombée grosse et tout ça, des trucs comme ça. Et il y avait filles et garçons ou il n'y avait que des filles? Il y avait que des filles, mais il faut dire, puisqu'elles sont dans un foyer, on ne sait jamais. Il est vrai qu'il y a des... Oui, elles étaient en internat. Elles étaient en internat. Oui. Elles pouvaient à tout moment sortir discrètement la nuit et on ne sait jamais. Donc c'était pour se protéger aussi que tout ça a été mis en œuvre. Donc l'équipe a été divisée en 2 groupes de 30. Les filles ont été divisées en 2 groupes de 30 filles.
et elles suivent des formations par alternance. Donc, lorsque l'équipe A, par exemple, est en salle pour suivre les cours théoriques, à la MAFA de Kétou, l'équipe B est sur le terrain, dans des fermes. Il y a plusieurs fermes partenaires dans le cadre du projet, et ces fermes reçoivent ces filles pour les former en pratique, à la mise en œuvre pratique, pour qu'elles partent à la découverte du milieu réel de l'activité. Donc, après, pendant que cette équipe B qui est sur le terrain revient en salle pour d'autres cours théoriques, l'équipe A va sur le terrain pour les cours pratiques. Et c'est organisé de telle sorte que si aujourd'hui on a fait cours pratiques sur l'alimentation, avec l'équipe A, dès que cette équipe va sur le terrain, le fermier a l'obligation de leur donner la formation en alimentation, uniquement sur ça, pour mettre en œuvre ce qu'elles ont appris de façon théorique. Oui, ça c'est bien fait. Si c'est en reproduction, dès qu'ils vont sur le terrain, on va les apprendre comment on fait la reproduction chez ces animaux, ces espèces et tout ça. Là, c'est un peu ça. Donc, cette formation a duré 45 jours. 45 jours. Et dès que les filles, aussitôt qu'elles ont fini la formation, elles ont constitué par affinité, elles ont constitué des groupes de petites coopératives et se sont associées par affinité. D'autres qui habitaient dans des milieux un peu éloignés et qui se retrouvaient peut-être seuls dans leur village ou qui n'étaient pas trop proches des autres. Elles étaient obligées à rester seules, s'installer seules, donc avec le kit qu'on les a fournis. Qu'est-ce que tu appelles le kit? Le kit était constitué de couples de lapins pour chaque bénéficiaire. Et aussi d'un noyau reproducteur de poulets locaux bien sûr. Il s'agit de 2 femelles de poulets et un coq qu'on les a fournis à chacune des filles. Et ces sujets, elles doivent, à partir de ce qu'on les a enseigné, chercher à les multiplier. Chercher à les multiplier, les élever, les traiter et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, dès qu'on les a mis en œuvre, on les a installés plutôt, on a fait un suivi post-installation et qui nous a permis de remarquer que majoritairement les filles qui se sont installées individuellement ont échoué. Elles n'ont pas réussi à multiplier les sujets. Bon, il faut dire que il y a quelques-unes simplement qui ont peut-être réussi à multiplier les sujets, mais ce n'était pas quand même significatif. Et puis aussi d'autres qui n'ont pas pu multiplier, mais qui ont gardé les sujets intacts, ou d'autres qui ont mal nourri les animaux, qui les ont laissés. Donc, alors que, contrairement aux personnes qui se sont installées en coopérative par affinité, on constate à ce niveau que ces filles-là ont beaucoup plus émerveillé dans la production, beaucoup plus fait de merveilles. Ils ont réussi à multiplier les animaux. Ils ont réussi quand même à mettre beaucoup plus en œuvre ce qu'on les a enseigné. Vous voyez un peu. Donc, si bien que pour la deuxième phase du projet, on a alors décidé de mettre ces filles-là en coopérative à la MAFA. Donc on les a construit une lapinière avec tout l'équipement nécessaire, normal qu'il faut. On les a mis en place là en coopérative. Toutes ces filles qui ont pu quand même garder les sujets, les multiplier, faire quelque chose, on les a récupérés. Bon, on a récupéré 30 sur les 60, donc disons 50%. Et on a recruté de nouvelles têtes, 15 personnes. Et pour la deuxième phase, donc sur ces 15, il y avait 10 filles, je pense bien, et 5 garçons. Donc il y en a qui ont été formés en transformation. Et concernant les nouvelles têtes, les 15 là, il y a les personnes qui ont été formées en transformation des produits agricoles et
en maraîchage. Dans les deux lots ont été envoyés au niveau du centre Songhai de Porto Novo. Où ils ont suivi leur formation pendant un bon moment donné, bon, si je me souviens bien, 2 à 3 semaines de formation. Parce que la formation coûtait excessivement cher pour là-bas. En fonction des moyens disponibles, elles ont passé le temps, elles ont suivi les formations. Et on a mis à leur disposition des équipements de transformation, que ce soit les fours, pasteurisateurs, les capsuleuses. Mais qui c'est qui a fourni? C'était le projet qui a... C'est le projet qui a financé. C'est le projet qui a financé. On a mis à leur disposition tout ce qu'il fallait, même pour faire les gâteaux. On les a appris à faire les gâteaux au niveau de la transformation. Les gâteaux, les gâteaux d'anniversaire ou les petits gâteaux commerciaux, les croissants, les yaourts, du vin de pastèque, des jus de pastèque, des jus d'ananas, des jus de tamarin, des jus de gingembre et tout ça. On a mis à leur disposition tous ces équipements, même les réfrigérateurs pour la conservation de ces produits et tout ont été mis à leur disposition et une boutique témoin a été créée et s'est installée. Il faut dire que la boutique témoin faisait corps en même temps à leur centre de transformation, à leur usine de transformation. Donc, dès qu'elles produisent, elles mettent en pack tout et elles mettent dans leur boutique témoin. Tout était bien organisé, si bien que les gens venaient là pour acheter, s'approvisionner de leur... Là, ils ont eu du succès. Voilà, ils ont eu du succès. Et ceux qui ont été formés en maraîchage ont été installés à l'ALO. Donc, pour mettre aussi en œuvre leur production. Voilà, c'était un peu ça la deuxième phase. Et les 30 qui ont été récupérés dans la première phase ont été maintenant organisés, renforcés. Leur capacité a été renforcée et elles ont été mises en coopérative. Et les coopératives ont été enregistrées. Elles ont un compte dans les structures de microfinance où elles peuvent déposer leur épargne, en faire des épargnes et tout ça. Donc, elles ont l'élevage à un seul endroit, elles ont créé des groupes de permanence. Donc, je suppose que cette semaine, c'est tel groupe qui passe, semaine suivante, c'est tel groupe qui passe, pour leur permettre quand même d'avoir aussi un peu de temps, aussi de se vaquer à d'autres activités qui pourraient leur permettre de joindre les deux bouts. Elles se sont organisées de cette façon pour gérer. Et ça marche toujours? Oui, ça marche. Néanmoins, il faut dire qu'elles ne sont plus au nombre. Et majoritairement, avec le temps, on voit 2019, sur des filles qui ont été recrutées entre 18 et 24 ans. Vous voyez un peu. Donc, beaucoup aujourd'hui se sont mariés, ont fait des enfants, d'autres ont muté ailleurs, sont allés voyager, ont quitté le milieu. D'autres sont toujours dans le milieu, mais il y a l'influence de mari sur eux qui ne leur permettent plus d'assumer le travail, qui ne leur permettent plus de venir dans le centre. Donc, mais de toutes les manières, le centre a toujours pris soin des animaux, qu'elles soient là ou pas. Le centre a toujours fait l'effort de garder les sujets en bon état de santé. Et dès qu'elles ont le temps, qu'il y a une activité éventuelle, on leur fait appel, celles qui sont disponibles viennent. Un peu ça. Bon, il faut dire que majoritairement, beaucoup, avec le temps, beaucoup se sont vaqués à d'autres activités. Néanmoins, d'autres sont quand même là. Et qu'est-ce que tu tires comme conclusion par rapport à Slow Food? Est-ce que ça a été une bonne expérience? Oui, c'était une très bonne expérience. C'était une très bonne expérience pour Slow Food. Et il faut dire que Slow Food doit désormais veiller aussi à comment pérenniser les actions. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre en place. Quand on met en place, il faut suivre, il faut mettre ce qu'il faut pour pouvoir que ça dure. Parce que si ça ne dure pas, si on doit mettre aujourd'hui et que demain ça disparaisse, je pense que
Oui, c'est ça qui pose. C'est un peu ça. Mais c'était pas des besoins déjà dans des communautés. Elles n'ont pas été recrutées en fonction des besoins qu'il y avait dans les communautés. De jeunes filles qui étaient déjà dans une communauté, déjà par exemple filles d'agriculteurs, filles d'artisans, éleveurs. C'était le critère de recrutement me paraît, c'est pas vous qui l'avez choisi, hein, évidemment, me paraît un peu bizarre. Non, il faut dire que tout dépendait de l'objectif du projet. Oui, voilà. Maintenant, les critères, parce que le projet visait à former ces filles-là et les installer dans le domaine agricole. Maintenant, pour faire l'agriculture, il est vrai que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui avait ses parents agriculteurs et qui était déjà dans le domaine, mais pas nécessairement, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir les parents agriculteurs pour faire de l'agriculture. Donc, le critère de sélection ne s'est pas trop penché sur les parents bénéficiaires. Non, sur les besoins. Sur les besoins. Oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que c'était pas mis sur les besoins, c'était mis sur les questions de vulnérables. Les vulnérables, pour moi, ça ne veut rien dire. Tu peux être vulnérable dans un sens et fort dans un autre. Oui, effectivement. Et le besoin, il faut dire que les critères étaient basés sur la vulnérabilité. Parce qu'on s'est dit que c'est cette vulnérabilité qui fait que les jeunes filles vont soit se donner aux hommes ou bien vont commettre ce qu'il ne faut pas, les interdits juste pour avoir peut-être de l'argent ou leurs besoins. Donc, alors que si elles avaient des petites activités qui pouvaient leur permettre d'avoir de l'argent, d'avoir quelque chose, elles pouvaient éviter le pire, elles pouvaient éviter ces trucs qui les ont empêchés d'évoluer à l'école, ces trucs qui les ont poussés vers les grossesses non désirées et tout ça. Voilà. C'est un peu ça. Oui, c'était un critère occidental et strictement social, quoi. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire, parce que je reconnais là les critères qu'on nous donne et ça n'entraîne pas de pérennité dans les projets, c'est ça le problème. Ça leur fait passer un cap. Oui. Oui. Bon, j'espère que ça les a empêchés de commettre des bêtises, de tomber dans les pires choses. Mais il faut aussi dire qu'il y a, même malgré tout ce qui s'est passé, malgré que d'autres ne viennent plus ici, partout où elles sont, elles ont commencé la production. Oui. Parce que la volonté y est toujours en elles. Et elles ont commencé à produire elles-mêmes, malgré qu'elles ne sont plus dans le milieu pour pouvoir participer aux activités. Donc elles ont créé leur propre élevage. Voilà, ça c'est un succès. Voilà, il y a ça aussi qu'il faut notifier. Non, ça c'est bien. Bon, merci. Tu t'es pas bien présenté, tu es quoi dans Slow Food? Dans Slow Food, je suis membre de Slow Food comme tout le monde. Je suis le responsable de la communauté Slow Food des maraîchers de Kétou. Voilà, c'est un peu ça. Bon, merci. Je vous en prie. À un certain degré de développement, une communauté peut se permettre de créer des activités non lucratives, solidaires, comme l'aide aux jeunes filles déscolarisées et l'école Montessori. Ce film montre le caractère objectif et complémentaire d'une communauté socio-économique slow food.